Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, chers participants. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous dans ce deuxième webinaire du Club Osmose. Donc, je rappelle juste, le Club Osmose, c'est un club qui vous permet d'échanger autour de la cybersécurité, une thématique qui est très, très, très importante, surtout à l'ère du digital, à l'ère de la transformation digitale, Donc, on essaye dans ce club qui fait partie de l'OSIM de fédérer et de faire adhérer tout le network et toutes les personnes qui sont intéressées par la cybersécurité afin d'échanger et bien sûr de phosphorer autour de cette thématique qui devient de plus en plus cruciale, qui devient de plus en plus très très importante et qui touche à nos données et qui touche à nos systèmes qui sont des fois sensibles. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, concernant cette thématique, donc, comme vous le savez, vous m'entendez, Yak Assidi? C'est Ahmed? Oui, on vous entend bien. Oui. C'est bon, très bien. Oui, on vous entend bien. Oui. Très bien, très bien. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, les entreprises évoluent vers une approche dynamique orientée client pour le développement et la livraison de leur application. Donc, tout le monde consomme pour l'instant des applications, que ce soit mobile ou sur le web. Alors, dans un environnement où les clients se tournent vers des transactions numériques, à l'ère du mobile surtout, le rôle du développeur d'application devient incontournable parce qu'on a besoin rapidement d'applications et de services numériques. En parallèle, la tendance à l'agilité a été une source d'inspiration pour DevOps. Aujourd'hui, on va parler du DevOps et du DevSecOps. Alors, dans l'un des points clés, Agile favorise les professionnels et leur interaction plutôt que les processus et les outils. Au cours des dernières années, les équipes de développement et d'exploitation ont amélioré significativement leur façon de travailler. Mais aujourd'hui, le besoin de réaligner ces deux équipes se renforce de plus en plus. Le mouvement DevOps naît de ce besoin de réalignement. La rivalité développement versus opération est en train de disparaître carrément, quoique progressivement, car les deux services sont de plus en plus conscients de faire partie de la même équipe et d'œuvrer vers le même objectif. DevOps permet aux sociétés d'être réactifs, time to market, avec célérité et donc de satisfaire les besoins clients. Mais la sécurité, il ne faut pas négliger le volet sécurité et c'est le sujet aujourd'hui de notre webinaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Ahmed Sadr qui va nous éclairer et démystifier le DevSecOps, l'intégration de la sécurité au niveau DevOps, qui est une approche qui intègre la sécurité au cycle de développement depuis le début. C'est Ahmed, avec 4 ans d'expérience à son actif, est un consultant en sécurité des systèmes d'information. M. Ahmed qui va nous éclairer et démystifier le DevSecOps, qui est une approche de la sécurité by design et qui intègre la sécurité au cycle de développement depuis le début. Alors, Ahmed est avec 4 ans d'expérience à son actif, il est consultant en sécurité des systèmes d'information, ayant mené plusieurs missions de conseil en sécurité pour le compte des organismes de renommée au Maroc et à l'étranger. Ahmed est certifié en matière de sécurité système d'information. Il est titulaire d'un master en cybersécurité et cybercriminalité de l'École nationale des sciences appliquées de Tanger. Sans plus tarder, je donne le micro à M. Ahmed Sadr. Et je vous invite, chers auditeurs, chers participants, de poser toutes vos questions sur le chat afin de phosphorer autour de sujets pendant la séance questions-réponses qui suivra la présentation. À vous, Ahmed. D'accord, donc bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les équipes Data Protect, l'ISIM, le club Osmose pour cette initiative qui aide beaucoup à sensibiliser les gens à travers ce type d'événement. Donc, je me présente, Ahmed Abd Sadri, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information et team leader de l'équipe offensive sécurité chez Data Protect. Donc, au cours de cette présentation, on va parler de la thématique DevSecOps, sur lequel on va voir ensemble comment on peut intégrer la sécurité à un cycle DevOps. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. Donc, on commence. Très bien, Ahmed. Donc, le plan de la présentation est le suivant. Donc, je vais commencer par une introduction où je vais parler de l'histoire de DevOps, etc.
Donc, puis on va voir ensemble c'est quoi et pourquoi le DevOps, ainsi que les différents enjeux. On va voir également le DevSecOps avec nos recettes et validations et conclusions. Donc, avant de commencer, nous allons faire un flashback afin de comprendre un petit peu l'histoire de DevOps. Donc, le concept DevOps a commencé avec l'incubation du premier programme informatique écrit en Fortran en 1957. Et puis, en 1967, avec le lancement de l'ARPANET, donc c'est le réseau qui est devenu la base d'Internet, on a la création d'un réseau d'emplois d'ingénieurs et de centres d'exploitation de réseau. Donc, puis en 2003, Google a créé une première équipe d'ingénieurs chargée de la fiabilité des sites pour gérer un environnement de production distinct de l'environnement de développement. Donc, et puis en 2009, Flickr combine les termes Dev et Ops pour tenter de résoudre les problématiques entre les développeurs et les équipes opérations. Et au cours de la même année, donc on a la thématique DevOps qui a été propagée grâce à une conférence sur l'administration des systèmes agiles animée par Patrick, et bien sûr avec le lancement du hashtag DevOps sur le réseau social Twitter. Donc, et puis on a, d'après l'évolution de Internet, des algorithmes d'intelligence artificielle, etc., donc les tâches de DevOps sont actuellement presque entièrement automatisées. Donc, c'est le point fort maintenant de travailler avec des démarches ou bien d'un cycle de DevOps. Donc, avant de parler de DevOps et DevSecOps, etc., donc je vais présenter les problèmes ou bien le problème principal qui existe au niveau de la méthode de travail traditionnelle ou bien la méthode classique. Donc, le problème réside dans le fait que les équipes de développement et les équipes d'exploitation ont un esprit différent. Donc, les équipes, on trouve que les équipes de développement cherchent toujours à apporter des changements, des modifications au niveau du code, etc. Par contre, les équipes opérations ou bien les équipes exploitation, donc l'objectif principal de cette équipe, elle cherche toujours de la stabilité. Donc, cette différence d'esprit entraîne une confusion entre les deux équipes, et surtout lorsqu'ils travaillent d'une manière séparée. Donc, avant de parler de la solution, donc on va voir les différentes tâches ou bien les objectifs de chaque équipe. Donc, parmi les objectifs de l'équipe Dev, donc on a donc ils veulent assurer la sécurité du code, ils veulent assurer la qualité du code, pardon, diminuer la latence à travers des outils de gestion de performance, diminuer la durée moyenne de réparation des erreurs, collecter les statistiques et retours des utilisateurs finaux afin de gérer la latence et la performance. Donc, on a pour les équipes opération ou bien les équipes exploitation, donc ils veulent assurer la disponibilité des applications, résoudre les problèmes de performance, concentrer les efforts sur le dépannage des problèmes en se basant sur les alertes et réduire le nombre de tickets de support en résolvant les problèmes. Et bien sûr, donc, le DevOps est la solution pour garantir les objectifs de chaque équipe et éviter les différentes problématiques. Donc, on a DevOps, c'est une méthode de travail qui permet qui rassemble les équipes afin de coordonner les projets, de manière plus dynamique et ainsi de fournir aux clients des produits fiables et durables. Donc, les avantages de DevOps n'est pas seulement consolider ou bien automatiser les tâches d'un cycle de développement d'un programme ou bien d'un logiciel, mais aussi également c'est la réduction des time to market, rendre les équipes plus efficaces, assurer la qualité des produits, et également, elle assure également l'amélioration continue et livraison fréquente et rapide des applications et des produits. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce à l'approche CI/CD, donc qui permet le déploiement continu. Donc, on a l'intégration continue qui automatise les activités autour du développement d'un programme ou bien d'un logiciel. On a également, elle assure également la livraison continue, donc qui contient le déploiement, exploitation et supervision, donc qui automatise les activités au développement en production. Donc, maintenant, on va voir les enjeux ou bien les risques de DevOps. Donc, on peut poser plusieurs questions, donc notamment en matière de sécurité. Donc, on a plusieurs enjeux. Donc, on commence par la gestion des équipes. Donc, comment on peut gérer les risques des nouvelles plateformes et architectures, comment faire les audits de vérification de sécurité et à quel niveau, comment assurer la formation des développeurs pour écrire un code en respectant les bonnes pratiques de sécurité, les personnes impliquées sont-ils conscientes des risques et des vulnérabilités sécuritaires,
est-ce qu'il maîtrise les outils et les frameworks utilisés, etc. Donc tout ça, donc on a grâce à les différents enjeux, donc on a l'apparition de DevSecOps. Donc DevSecOps, c'est une approche qui permet d'intégrer la sécurité des applications et des infrastructures dans l'ensemble du cycle de vie d'un projet, du développement à la mise en œuvre. Donc les objectifs globaux de DevSecOps, c'est premièrement on a l'intégration rapide et simplement de la sécurité et la conformité dans le cycle de développement dès le départ du projet. Automatiser certains passerelles de sécurité afin d'éviter tout ralentissement des workflows de DevOps, s'adapter aux besoins de sécurité des équipes de développement et des équipes infrastructure, maintenir un cycle de sécurisé de développement de logiciels tout au long du projet. Maintenant, je vais présenter une démarche pour intégrer la sécurité à un cycle DevOps. Donc, bien sûr, cette démarche a été basée sur prendre en compte l'existant en matière de sécurité. Elle est basée sur plusieurs standards. On a le OWASP, OWASP Code Review, donc on a l'OSSTMM, on a également tout ce qui est SANS et NIST pour tout ce qui est audit d'architecture, audit de configuration des équipements. Donc, on va voir les détails par la suite. Donc, la méthode utilisée consiste ou bien l'objectif de d'intégrer, ou bien l'idée d'intégrer la sécurité sur le cycle sur un cycle DevOps et d'intégrer la sécurité au niveau de chaque étape. Donc, on va voir les détails par la suite, mais bien sûr, l'intégration de la sécurité, ça reste selon le niveau de maturité de chaque application et selon le contexte de l'application. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur les détails. Donc, on va commencer par la première étape d'un cycle DevOps. On a la planification. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, très bien, donc on a la première. Très bien, on vous entend. D'accord. Donc, la première étape, c'est la planification. Donc, tel qu'on va essayer au cours de cette étape, on va commencer par la modélisation des menaces. Donc, cette étape permet d'élaborer une stratégie proactive d'évaluation des risques permettant d'identifier les menaces potentielles et de développer des tests ou des procédures pour les détecter et les gérer. Donc, on a l'étude et l'analyse des périmètres, analyser la surface d'attaque dans le contexte du client, identifier les vecteurs d'attaque, classer les risques par ordre de priorité et déterminer les mesures de sécurité possibles pour prévenir les risques identifiés. Bien sûr, on a plusieurs méthodes qui permettent de faire tout ce qui est threat modeling ou bien l'analyse, la modélisation des menaces. On a le STRIDE, on a le PASA, etc. Et puis, on a la deuxième étape, dans un cycle DevOps, c'est le développement. Donc, au cours de cette étape, on va essayer d'intégrer la sécurité sur deux niveaux. Donc, premier niveau, on a la secure coding. Donc, ça consiste à la mise en place d'un ensemble de bonnes pratiques de sécurité afin de sensibiliser les équipes de développement à coder de façon sécurisée. Bien sûr, pour éviter les failles ou bien les vulnérabilités applicatives. Donc, la sensibilisation des équipes se fait à travers des formations, à travers des labs pour pratiquer et comprendre les vulnérabilités applicatives afin de les éviter au cours de développement. Également assurer ou bien suivre avec eux les normes de codage sécurisé. Donc, par exemple, on a le PADSS s'il s'agit d'une application de paiement, OWASP, etc. Également, on examine la conception de l'architecture de l'application, bien sûr pour éviter les vulnérabilités et les failles logiques, et aider à sélectionner les meilleurs outils en termes de sécurité, bien sûr selon le contexte de l'application et selon le besoin. Deuxième niveau sur l'étape de développement, c'est Security as Code. Donc, elle permet d'intégrer des tests et des analyses de sécurité dans le pipeline CI/CD afin de détecter automatiquement et en continu les vulnérabilités et les failles de sécurité. Donc, je vous donne un exemple pour bien clarifier ce point. Donc, par exemple, si un développeur finalise, par exemple, une fonction, donc cette fonction, avant de l'immerger au niveau du code ou bien au niveau du reste du code avec les autres équipes, donc elle passe par un check. Donc, on effectue un check et un test de sécurité pour assurer que cette partie de code elle est clean, il n'y a pas de vulnérabilité. Donc, le niveau de sécurité c'est élevé. Donc, dans ce cas, on donne le OK pour l'immerger avec le reste de code. Bien sûr, cette étape sera automatique à travers des outils, à travers des méthodes. Et puis, on a la construction, bien le build. Donc, au niveau de cette étape,
donc on a les tests à travers, donc on a la revue de code source à travers des outils SAST. Donc, ce sont des outils qui permettent d'analyser le code source d'une application et détecter les vulnérabilités au niveau du code source de l'application de façon automatique. Donc, ce type des outils aide beaucoup à identifier les vulnérabilités de type injection. Donc, par exemple, les injections SQL, les injections XSS, etc. Et également, elles permettent de détecter les générateurs des nombres aléatoires, comme par exemple, s'il s'agit des tokens, des fonctions qui permettent de générer les tokens, etc. Donc, les outils SAST, elles permettent de voir la sécurité des générateurs, etc. Donc, on a plusieurs outils qui permettent de faire l'analyse statique de façon automatique. Donc, on a le AppScan, SonarQube, etc. Et toujours, la sélection des outils, ça reste toujours dépend de langage de programmation à utiliser et selon le contexte de l'application. Et puis, on a l'étape test. Donc, on a, après avoir effectué les tests statiques du code source, donc on a l'étape dynamique. Donc, c'est-à-dire, on va effectuer une analyse dynamique de l'application à travers des outils DAST. Donc, la différence, c'est que les outils DAST consistent à évaluer ou bien analyser la sécurité de l'application au cours de l'exécution. Donc, c'est-à-dire à travers des scans, donc pour détecter les vulnérabilités au moment de l'exécution d'un programme ou bien d'une application. Donc, les outils DAST permettent de réaliser des scans applicatifs sans et avec authentification. Donc, lorsqu'on parle d'authentification, donc c'est-à-dire s'il y a par exemple une application qui dispose d'un compte ou bien d'un espace authentifié, donc dans ce cas, on fournit les comptes bien sûr pour pouvoir évaluer la sécurité des fonctionnalités avec les comptes pour bien sûr pour vérifier idéalement la sécurité de l'application. Et puis, elle aide beaucoup à détecter les problèmes de configuration et la gestion d'authentification, etc. Donc, elles permettent également de checker et de détecter les vulnérabilités applicatives, donc y compris les injections, y compris l'accès aux données, par exemple l'accès aux informations sensibles, etc. Donc, on a plusieurs outils qui permettent de faire l'analyse ou bien les tests dynamiques des applications. Donc, on a le Hackernetic, on a le Tenable, on a le NetSpeaker, etc. Et puis, on a la phase de test d'intrusion, ou bien le pentest. Donc, au cours de cette phase, donc on réalise des tests d'intrusion. Donc, on simule les scénarios d'attaque, bien sûr, c'est juste pour évaluer la sécurité de l'application et non pas pour perturber l'application. Donc, on procède par la recherche d'informations publiques. Donc, par exemple, on cherche sur le moteur de recherche sur les informations, s'il y a des divulgations des codes de l'application, si on a des informations liées au projet ou bien l'application. Donc, parfois, les développeurs postent sur les forums, ils posent des questions, par exemple, pour résoudre certaines problématiques au niveau de leur code. Donc, ils divulguent une partie de code ou bien ils divulguent le code de l'application sur les forums. Donc, dans ce cas, on essaye de chercher sur les informations qui peuvent être divulguées au niveau d'Internet, bien sûr pour apporter des changements en cas de besoin, etc. Et puis, on identifie les services et les composants non à jour et inutiles, détecter les divulgations d'informations techniques et sensibles, vérification des mécanismes d'authentification et gestion de session, tester l'exploitation des vulnérabilités publiques, bien sûr, qui correspond aux versions installées, s'il y a des CVE, etc. Et puis, on procède à la réalisation des attaques applicatives. On a des checklists des vulnérabilités. Donc, chaque vulnérabilité, on a des points de contrôle bien sûr, pour assurer le test complet de toutes les vulnérabilités applicatives. On a les injections SQL, les tentatives de brute force, l'altération des données, l'accès aux interfaces d'administration, etc. Et puis, on réalise un audit de performance, bien sûr, pour voir la performance du code avant de passer à la phase suivante. Et puis, on a, au moment de publication, on a des checks concernant la signature numérique. Donc, la signature du code est le processus qui consiste à signer numériquement les exécutables et des scripts pour confirmer l'identité de l'éditeur du logiciel et garantir que le code
n'a pas été modifié ou corrompu depuis sa signature. Donc, cette étape consiste à assurer la signature de code et des certificats utilisés dans le pipeline CI/CD et de la rendre centralisée et automatisée en utilisant des outils et des algorithmes cryptographiques. Et bien sûr, valider l'authenticité et l'intégrité des codes applicatifs. Et puis on a l'étape de transfert ou bien la livraison. Donc, au cours de cette étape, on assure la sécurité des transferts des fichiers, bien sûr à travers l'utilisation de protocoles sécurisés, l'authentification pour les transferts et la gestion des clés pour les échanges sécurisés. Et puis, on a déploiement. Donc, au niveau de déploiement, on va ajouter la sécurité sur 2 niveaux. Donc, le premier niveau, ça concerne la configuration sécuritaire des équipements. Donc, la sécurité de la configuration s'appuie principalement sur le point suivant. Donc, on commence par un audit de configuration des équipements, blocage des appels systèmes dangereux, contrôle des autorisations et des habilitations, assurer la sécurité des comptes sur les différentes technologies. Et bien sûr, on a la configuration des WAF et des systèmes de prévention et de détection. كما صاوبتي ستاتيو في الكونت تريزوري لانه عندنا واحد الجوب بانك A5 S'il vous plaît. Allô, Allah يخليكم le micro. Désactivez le micro s'il vous plaît. Merci. D'accord, on continue. Donc, puis on a Security Scan. Donc, la sécurité du scan sur les points suivants. On a la gestion des configurations des serveurs, définition des standards de durcissement, automatisation de la visibilité sur la conformité. Et puis, on a l'étape opération, sur laquelle on va essayer d'intégrer tout ce qui est sécurité des patchs ou bien la gestion des correctifs. La gestion des correctifs consiste principalement à avoir une visibilité sur l'état des correctifs des versions qui ne sont pas à jour, automatiser le déploiement des correctifs de sécurité et gérer les dépendances. Et bien sûr, on a plusieurs outils qui permettent de gérer ou bien d'installer les patchs de sécurité de façon automatique et bien sûr de façon qui en même temps elle gère la compatibilité entre les composants et les versions. Pardon, allô? Oui, c'est bon, il y avait juste de l'écho, mais Oui, c'est bon d'abord. D'accord. Et puis on a l'étape de surveillance, donc sur laquelle on va essayer d'intégrer la sécurité sur 2 niveaux. Donc on a Security Audit, donc on va refaire les audits, ce qu'on a déjà fait sur la partie dev, bien sûr pour assurer la sécurité de l'application après le déploiement. Donc sur laquelle on va essayer de faire des tests d'intrusion internes et externes des équipements, audit applicatif de l'application, bien sûr pour tester la robustesse des WAF, vérifier si on a des divulgations, vérifier si les configurations ont été bien effectuées. Bien sûr, également, on va réaliser les tests de performance applicative pour voir si le serveur, par exemple, supporte la surcharge des requêtes, etc. Et puis, on a le Security Monitor, donc, qui consiste à l'activation et la génération des logs de l'application, supervision des communications entre les différents services et gérer la traçabilité des accès aux données en production. Donc, on a des outils qui permettent de gérer ou bien de surveiller les activités d'une application ou bien d'un programme. Donc, bien sûr, la sélection des outils, ça dépend du besoin et le contexte de l'application. Et la dernière étape, c'est Security Analysis. Donc, sur laquelle donc cette étape consiste à intégrer des experts, bien sûr, pour analyser et voir la performance des services de sécurité. Donc, sur laquelle les experts elles donnent un bilan complet de l'application, si le niveau de sécurité est bon, s'il y en a des failles sécuritaires, combien de patchs installés, etc. Donc, et bien sûr, on a le contrôle d'alignement des pratiques avec les objectifs du projet. Maintenant, on va voir recette et validation de sécurité. Donc, on a la phase de recette. Après la phase de recette, on réalise des audits et des tests de sécurité pour évaluer le niveau de sécurité du projet ou bien d'un programme ou bien d'une application. Si le niveau de sécurité est élevé, c'est bon. Sinon, on a
assiste à la correction des vulnérabilités avec les équipes dev. Si le niveau de sécurité est bon, donc dans ce cas, on donne le OK pour passer à la mise en production. Donc, la sécurité reste un élément essentiel dans chaque phase d'un cycle DevOps, puisqu'il assure un déploiement en évitant les éventuelles failles de sécurité liées à l'environnement du code source de l'application. Donc, lorsque la priorité est accordée à la sécurité, donc il est plus logique d'effectuer des contrôles fréquents afin de réduire facilement les éventuelles failles de sécurité. Donc, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est Ahmed. C'est très très riche, c'est très intéressant. C'est effectivement la sécurité intégrée, la sécurité au cycle de développement, surtout avec les deux équipes opération, est devenu quelque chose de très obligatoire, c'est très logique déjà. Le concept soit agile et travaillé, et bien sûr, adhéré depuis le début. Donc, je laisse, en fait, on va enchaîner avec la séance questions-réponses. Donc, nous avons des questions sur le chat. On va donner la possibilité à nos chers participants, bien sûr, de poser leurs questions. Alors, je commence par la première question. Bon, déjà, il y a une question de M. Khalid Amzian. Est-ce que, good evening, sir, will this on va vous envoyer, Inch'Allah, incessamment. Concernant Madame Sarah Ishiba, la question c'est qui est responsable d'implémenter ces méthodes? C'est Ahmed? Oui, bien sûr. Donc question. Oui, donc l'implémentation d'un méthode ou bien pour intégrer une sécurité à un cycle DevOps, bien sûr, ça nécessite une équipe d'experts, bien sûr, pour étudier le contexte de l'application. Donc, il faut d'abord étudier le contexte de l'application, le besoin, donc la nature de l'application. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des applications de paiement, donc on est obligé de suivre les normes PADSS. Donc, le choix de la méthode, ça reste selon le contexte de l'application. Et bien sûr, le responsable d'implémenter ou bien d'intégrer la sécurité, donc il n'y a pas un seul responsable, donc c'est un travail d'équipe, donc sur laquelle il se met d'accord sur une démarche qui est adaptée aux besoins de l'application et ou bien d'un programme. En fait, oui, je crois effectivement tout le monde est responsable. Mais apparemment c'est qui est responsable carrément, c'est-à-dire comme directeur de projet ou bien comme quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, qui va, comment dirais-je, sponsorer et dire qu'implémenter cette méthode. Mais après, bien sûr, ça sera toute l'équipe qui est responsable de gérer tout le projet de A à Z. Donc, est-ce qu'il y a une casquette qui va intégrer la sécurité à... On ne vous entend pas bien, c'est Rachid. Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est Ahmed, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Allô? Oui. Je crois la question de Madame Sarah, c'est vrai, c'est que toute l'équipe est responsable du développement, mais qui est responsable de la sécurité plutôt, mais qui est responsable de prendre cette décision d'implémenter la sécurité, l'intégrer depuis le début du développement? Oui, en fait, ma question porte surtout sur ça. Et surtout que, en fait, pour implémenter tous les tests que vous avez mentionnés pour la DevSecOps, il faut vraiment un savoir très pointu par rapport à la sécurité. Les équipes de dev, généralement, ils refusent de faire ça parce que ça va juste alourdir, en fait, leurs tâches et remplir le backlog avec des fonctionnalités et, disons, des choses qui ne rentrent pas dans les fonctionnalités de base de l'application. Ce sont finalement des méthodes qui sont là pour sécuriser l'application, mais qui ne répondent pas aux besoins initiaux exprimés par les clients. Et les équipes Ops n'ont pas la compétence ni la connaissance sécurité. Du coup, là, est-ce que c'est vraiment les équipes sécurité qui vont implémenter l'ensemble des tests? Oui, c'est Ahmed. Donc, la question... Oui. Allô?
Oui. Très bien. Donc, Saïmed, voilà, vous étiez avec nous. Donc, C'est Madame juste Salah se demande de la. préciser Voilà. quelques points. Donc, concernant le ralentissement du workflow, donc la plupart des tests seront automatisés. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de DAST, SAST, etc., donc la sécurité sera intégrée de façon automatique. Et on a des outils et on a des scripts qui automatisent plusieurs tâches. Donc, le processus sera automatisé. À l'exception certaines tâches, comme par exemple le pentest. Donc, dans ce cas, il n'y a pas le choix. Donc, il est obligatoire d'effectuer les tests de façon manuelle, bien sûr, pour vérifier les fausses positives, etc. Et bien sûr, pour tout ce qui est pour la question qui est responsable de la mise en place de cette démarche, donc, bien sûr, il y en a un chaque projet. Et bien sûr, pour chaque étape, on mobilise des ressources ou bien les experts pour chaque étape. Bien sûr, il y en a des experts qui sont ou bien qui font uniquement de la partie configuration, audit d'architecture, etc. Il y a des experts qui sont chargés uniquement de la partie applicative. On a des experts qui sont chargés uniquement de l'étude des protocoles ou bien de tout ce qui est en relation de la cryptographie et l'étude les protocoles, la sécurité des protocoles, la signature, etc. Donc, chaque étape ou bien dans chaque phase, il y en a des personnes qui sont experts dans cette partie-là. Donc, je crois qu'on va retrouver même sur cette partie-là. Il y a une question de M. Ahmed. Quels sont les rôles et responsabilités dans cette démarche RSSI, point d'interrogation. Est-ce que le RSSI il est intégré depuis le début ou bien c'est lui qui porte ce projet-là de décider qu'il faut intégrer la sécurité depuis le début ou bien d'autres personnes? Donc ça rejoint la première question. Oui, donc, bien sûr. Le RSSI, est-ce qu'il est bien sûr Oui, bien sûr. Donc le RSSI, bien sûr, il sera intégré sur le projet pour superviser, pour avoir pour voir s'il y en a par exemple des changements à faire ou bien quelques éléments ajoutés ou bien à retirer bien sûr pour assurer la sécurité de chaque étape. Oui. Exactement. Surtout pour respecter la stratégie qui a été. Effectivement. Et suivre les normes, oui. Exactement. Il y a une question de M. Ednan. Donc, comment on définit le niveau d'acceptabilité pour autoriser la mise en production à partir des outils de pentest? D'accord. Donc, c'est une bonne question. Donc, concernant le niveau de sécurité d'une application, elle sera évaluée. Ça dépend. D'acceptabilité. Oui, ça. Elle est en relation avec le niveau de sécurité. Donc, je vais parler uniquement sur la partie sécurité. Donc, dans le OK à la mise en production, donc, il est obligatoire au moins de corriger les vulnérabilités qui sont critiques et les vulnérabilités qui sont majeures et les vulnérabilités qui n'ont pas un impact sur les données ou bien les données sensibles ou bien le personnel des utilisateurs. Donc, bien sûr, on réalise des tests d'intrusion, on évalue la sécurité d'une application. Si le niveau de sécurité elle est bon, donc dans ce cas, on donne le OK. Donc, le niveau de sécurité reste toujours dépend des vulnérabilités ou bien des risques identifiés. Donc, si le niveau de sécurité n'est pas bon, donc dans ce cas, il est obligatoire d'apporter des modifications et de corriger les vulnérabilités avant de passer en production. Bien. Il y a une question de M. Ahmed. Comment l'équipe d'opération orchestre les différentes applications déployées? En termes de sécurité ou bien quoi exactement? Donc, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il est en relation en sécurité? Oui, bien sûr. Comment l'équipe d'opération orchestre les différentes applications déployées? Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des procédures à respecter, un process pour donc, orchestrer le déploiement? D'accord. Donc, concernant le déploiement ou bien tout ce qui est configuration, etc. Donc, au début, on intègre un expert qui fait une analyse ou bien qui fait un audit de configuration de façon manuelle. Donc, c'est-à-dire, il voit la configuration des équipements, etc. Et puis, il définit les normes de configuration de chaque équipement, donc selon le contexte de l'application. Et puis, on a des outils qui permettent d'automatiser la configuration des équipements selon les normes. Bien sûr, la définition des normes, ça sera effectué par un expert qui va définir les normes et qui va bien sûr préciser la configuration des équipements.
Ok, très bien. Il y a une autre question de M. Mohamed. Alors, est-ce qu'il est possible de donner des exemples d'outils à la pipeline dev avec la pipeline OPS? Des outils en termes de quoi? Parce que j'ai déjà présenté quelques outils en termes de sécurité. Donc, Oui, je donc vais c'est intéressant revenir de au les revoir, slide. oui. Donc, d'accord. Donc, concernant la modélisation ou bien le threat modeling, donc on a plusieurs méthodes. Donc, ça reste toujours C'est ça, le selon le slide. contexte ou bien, etc. Donc, pour le secure coding, donc ça concerne tout ce qui est formation, sensibilisation de l'équipe dev, etc. Donc, pour Security as Code, donc ou bien le Security as Code and SaaS Pardon, et c'est DAST. Ahmed. Oui, C'est Ahmed, s'il te plaît, tu peux aller moins vite. Donc, les outils, les premiers pour la partie dev, le premier slide que tu viens de oui, montrer, oui. Pour la partie dev, celui donc, d'avant. oui, d'accord. Ouais, Donc, pour la partie dev, on a les outils SAST. très bien. Donc, ce sont des outils qui font l'analyse statique des codes sources de façon automatique. Donc, dans ce cas, quand prérequis, ils ont besoin d'un code source. Donc, il faut bien sûr, fournir un code source à l'application pour pouvoir l'analyser et détecter les vulnérabilités. On a comme outils, on a le AppScan, on a SonarCube, on a Spectral, etc. Donc, ça concerne la partie code source de façon statique. D'accord? Donc, pour les outils Et DAST, pour l'équipe opération, voilà. d'accord. Donc, pour les outils DAST, Oui, qui font l'analyse dynamique des applications. Donc, on a Qnetix, NetSpeaker, etc. Donc, pour les équipes opérations, donc, voilà. oui, donc pour les équipes opérations, donc on a pour tout ce qui est patch management, donc on a plusieurs outils, donc ça reste selon l'équipement et selon l'application. Donc on a des outils qui sont liés au Microsoft, des produits Microsoft, on a Kaseya, on a NinjaOne, etc. Donc pour tout ce qui est surveillance, etc. Donc on a Cilium, on a plusieurs outils qui permettent de gérer et de surveiller les activités. Très bien, merci beaucoup, Ahmed. Il y a une question de M. Arif. Donc, comment on peut monter cette équipe en termes de skills des équipes infra à former sur les devs et sec, security, ou des développeurs à former sur le OPS et le sec? D'accord. Donc, concernant comment former les équipes, donc je vais parler sur la partie dev, donc à travers des formations de développement sécurisé, donc sur laquelle donc ils doivent assurer des formations de développement sécurisé pour voir étudier les vulnérabilités applicatives et voir comment coder de façon sécurisée, comme par exemple valider les entrées des utilisateurs, éviter les vulnérabilités les plus communes, comme par exemple les injections SQL, les XSS, etc. Donc, à travers des formations et en même temps à travers des labs pour bien sûr pour pratiquer et pour voir, pour comprendre bien les vulnérabilités. D'accord? Et donc, et pour les équipes opérations, donc, également, il faut suivre des formations et comprendre comment configurer un équipement de façon sécurisée. Donc, par exemple, éviter les comptes triviaux, utiliser des protocoles sécurisés, vérifier le stockage sécurisé, le backup, etc. Donc, tout ça, ça reste toujours, donc, comment former, donc c'est obligatoire de passer par des formations pour, bien sûr, pour renforcer les compétences en termes de sécurité. Bien sûr, pour monter en compétences, c'est tout à fait logique. Alors, il y a une question de M. El-Habchi. Donc, dans les étapes de la chaîne DevSecOps, est-ce qu'il y a des points faibles? Quels sont les points faibles de cette démarche, cette approche? DevSecOps? Yes, oui. D'accord. Donc, je vais juste présenter, pardon. Donc, je vais juste vous montrer. Est-ce que vous voyez le partage? Non. Vous avez désactivé le partage, je crois. D'accord. D'accord. Donc, avant de répondre à la question, donc, je vais juste préciser voilà. quelques notions. Donc, on a le DevSecOps, on a le SecDevOps et on a le DevOps-Sec et on a Secure SDLC. Donc, on a plusieurs démarches pour intégrer la sécurité à un cycle DevOps. Donc, la différence, c'est que Sec,
DevOps, donc elle est obligatoire. Donc la sécurité est avant tout. Donc avant de coder, il faut assurer que le code sera sécurisé dès le début. Donc le DevSecOps, donc il permet d'intégrer la sécurité au milieu d'un cycle DevOps, Et Secure SDLC, donc il permet de combiner entre la sécurité et le développement. Donc elle est séparée à l'opération. D'accord. Donc les points faibles de chaque démarche. Donc concernant le SEC DevOps, donc pour assurer la sécurité dès le début, donc ça nécessite une expertise élevée et il pourra ralentir le processus parce que avant de coder, il faut bien maîtriser la sécurité, donc ça nécessite des formations, ça nécessite beaucoup de choses avant de passer au code. Mais pour le DevSecOps, donc on peut commencer la partie dev. En même temps, on intègre en parallèle la sécurité, bien sûr, pour ne pas ralentir le workflow d'un projet. Et pour Secure SDLC, donc dans ce cas, les équipes opérations, elles seront séparées. Les points faibles de DevSecOps, c'est que il y a un petit peu de ralentissement au niveau du workflow. Mais la démarche que j'ai proposée, ou bien la démarche que j'ai proposée, c'est une état de l'art qui combine entre tout ce qui est Sec DevOps, donc on profite des avantages de Sec DevOps et DevSecOps. Donc dans ce cas, on va intégrer la sécurité de façon automatique, en même temps en parallèle, et on assure la sécurité d'une application. Donc, on est dans le PDCA, donc on est dans l'amélioration continue. Donc, au moment du développement, avec l'opération, à chaque fois, on planifie, on fait, on do, on acte, on check et on rebolote. Donc, c'est parmi effectivement. Mais en termes d'inconvénients, on peut dire que le DevSecOps, intégration de la sécurité, ça peut ralentir un petit peu le workflow d'un programme. Et ce sera logique parce que la sécurité elle est un élément essentiel, donc elle est obligatoire d'intégrer la sécurité. Oui. Très bien. Il y a une question de M. Mehdi. Est-ce que les outils mentionnés lors de la présentation peuvent être intégrés à des pipelines Jenkins pour avoir une automatisation complète du process DevSecOps? Donc, concernant les outils que j'ai présentés, donc il y en a d'autres outils. Donc, ce sont juste des exemples. Concernant l'intégration avec Jenkins, etc. Donc, la sélection des outils, ça ne sera pas fait uniquement à une seule technologie. Donc, il se peut que AppScan, par exemple, ça sera compatible avec Jenkins, mais il ne sera pas compatible avec d'autres bibliothèques ou bien d'autres équipements que vous utilisez au niveau d'un cycle DevOps. Donc, la sélection des outils, ça sera basé sur l'étude globale du projet, voir l'ensemble des équipements, voir l'ensemble des technologies, et puis on sélectionne les outils selon l'ensemble des équipements et pas un seul équipement, ou bien une seule technologie. Très bien. Une autre question qui nous revient sur le même sujet, comment peut-on concilier DevSecOps et respect des délais de livraison des applications? Vu que la couche sécurité vient d'intégrer lourdement le process de développement de DevOps. D'accord. Donc pour assurer, bien sûr, pour assurer la durée de livraison, donc ça sera basé sur le travail de l'équipe. Donc lorsqu'on parle, donc je vais revenir au schéma j'ai présenté. Donc, on a la sécurité, elle a été intégrée au niveau de chaque étape. Donc, pour assurer la durée, donc il faut que les équipes se collaborent et travaillent ensemble pour qu'ils puissent livrer le produit en temps convenu. Donc, bien sûr, l'estimation de la date de livraison d'un produit sera planifiée ou bien sera convenue dès le départ du projet. Donc, il se met d'accord sur la date de livraison et puis l'intégration de la sécurité sera automatiquement intégrée sur chaque étape, en prenant en considération la date de livraison pour ne pas ralentir le workflow et ne pas dépasser la date de livraison. Très bien. Une question de M. Jami. Donc, cette approche s'applique-t-elle aussi à la phase de prototypage qui pourrait ne pas déboucher vers une étape d'industrialisation plus tard?
Qu'est-ce qu'il y a, on se Hmm. retrouve à ce cas-là? J'ai pas bien comprendre la question. Donc, C'est-à-dire, l'approche DevSecOps, est-ce qu'il est appliqué aussi à un simple prototypage qui pourrait un ne simple, pas créer, voilà, exactement. donc un simple, c'est-à-dire que il ne faut pas passer par les autres étapes. Pourquoi exactement? Non, Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, sauf vous me corrigez, c'est Jamy, donc l'approche, est-ce qu'on peut l'appliquer sur un projet juste de prototypage? Donc, c'est-à-dire, c'est pas un projet peut-être qui pourrait ne pas déboucher vers une étape d'industrialisation plus tard, ne ah pas oui, oui, voir le oui, jour, bien sûr. Oui, oui, juste le oui, C'est bien sûr. exactement prototypage. ça, c'est Rachid. Oui, Ouais, je suis désolé, j'ai un peu de mal à parler, mais c'est exactement ça. Vous avez bien expliqué la question. Merci beaucoup. merci, c'est Jamy. C'est bon, c'est Jamy, c'est bon, je pouvais ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Donc, lorsqu'on parle de prototypage, on est en phase d'expérimentation parfois. Et voilà, donc la sécurité by design, à mon sens, il faut qu'elle soit bien sûr appréhendée dès le départ. Mais je pose quand même la question, est-ce que DevSecOps s'applique aussi dans ces phases préliminaires? Voilà, merci. Très bien, merci, c'est Jamy. C'est Ahmed? Oui, oui, donc oui, oui, donc il est possible d'intégrer la sécurité comme un prototype. Donc oui. Très bien, merci beaucoup. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions, sauf si j'ai loupé une question que j'ai pas vue. Donc, si j'ai loupé quelque chose, vous pouvez bien sûr interagir directement, chers participants. S'il y a des questions directes, donc il suffit juste de lever la main. Apparemment, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si Dr Moulay Taïeb est avec nous. Oui, oui, je suis là, bien sûr. Ah, très bien, c'est docteur. Bon, nous sommes très ravis et honorés d'avoir avec nous Moulay Taïeb Debar, expert en cybersécurité et expert en transformation digitale. Si Moulay Taïeb, je me permets de vous poser une petite question. Déjà concernant sur la démarche DevSecOps, qu'est-ce que vous en pensez? L'intégration de sécurité, c'est-à-dire dès le début des projets, comme dans l'approche Security by Design. Et est-ce qu'il y a des exemples de projets, de gros projets, qui n'ont pas intégré la sécurité et qui ont eu des problèmes, par exemple? À vous, si vous l'avez taillé. D'accord, alors je vais commencer par le dernier point, c'est Le qu'effectivement... micro, s'il vous plaît, si vous l'avez taillé. Allô, oui, vous Oui, m'entendez? oui, Vous m'entendez? très bien, très bien. Oui, c'est Très en bien. fait, pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a eu une banque qui avait lancé un projet d'une application de la banque en ligne. Et comme, si vous vous rappelez, une période où il y a une bousculade, où toutes les banques voulaient arriver les premières, et qui avait préparé une campagne de communication, qui avait développé son application. Et à une semaine avant le lancement, ils se sont dit oui, quand même, il faudrait prendre la précaution de voir est-ce qu'il n'y a pas des brèches de sécurité. Et ils ont fait auditer leur application et ils ont découvert qu'il y avait plus d'une vingtaine de brèches de sécurité. Alors du coup, ils étaient obligés de décaler le lancement pour ne pas se retrouver avec une application entre la main de plusieurs millions de personnes avec des brèches de sécurité. Et ça, je pense que ça amène à dire que l'approche DevSecOps est à mon sens, une obligation. Et je dirais même que quand on discute avec les gens de la CNDP, c'est Omar Sarrochni en particulier, il me disait oui, mais il faut aussi promouvoir la notion de privacy by design. Et tout à l'heure, ça m'a fait plaisir parce que c'est Imad a parlé de la conformité. En même temps qu'il parlait de la sécurité, il parlait de la conformité. Alors c'est bien, l'approche, elle est logique, elle est cohérente, il n'y a rien à dire, mais effectivement, il y a cet aspect lourdeur au niveau de la mise en œuvre des applications au retardé, mais quand on fait des projets sous format agile, on devrait tenir compte de ces différents aspects, intégrer au niveau de l'équipe un responsable, pas forcément le RSSI, mais un responsable des aspects sécurité qui devrait, en parallèle avec ce que font les autres, c'est comme c'est un travail d'équipe, ça va se faire en équipe et tenir compte de la planification. Et comme on fait
des résultats par semaine, etc. On a le temps de voir les choses venir et intégrer ces aspects sécurité et même les aspects protection des données dans la foulée pour avoir des applications de qualité, parce que de toutes les manières, à un certain moment, si on ne le fait pas, ça risque de se retourner contre l'organisation et se retrouver avec une image de marque qui peut être impactée. Et je pense que, à mon sens, hein, on n'a plus le choix. C'est-à-dire, si quelqu'un vous parle uniquement de DevOps, c'est qu'il a raté quelque chose. Et il faut obligatoirement parler de cette notion de sécurité au niveau de l'ensemble du cycle, tout en tenant compte au niveau de la gestion des équipes, du squad, du sprint, etc., dans tout ce que vous savez dans le méthode agile. Merci. Merci, Moulay Taïeb. Surtout on est à l'ère de la course à la transformation digitale, tout le monde se précipite, tout le monde veut faire du time to market, tout le monde veut rapidement être, c'est-à-dire à la mode, en vogue, et dire comme quoi j'ai des services qui sont numérisés, je suis à l'écoute de mon client, j'essaie bien sûr d'améliorer le parcours client, mais le fait de le faire malheureusement des fois rapidement, donc on peut avoir ce type de problème. Si on Taïb, par contre, concernant le coût, est-ce que le coût d'intégration par rapport à le coût de non-intégration, si vous pouvez nous dire un petit mot là, surtout parce qu'il y a des directions des fois qui ont ces problématiques de coût. Écoutez, bon, moi je suis pas technique, hein. Moi j'essaie juste de comprendre, mais à haut niveau. Non, la question c'est pas technique, c'est pas sur le coût. Voilà, pour le top management. Voilà. Je comprends. Pour le top management, pour ceci, si je suis administrateur ou DG d'une boîte, j'accepterai jamais de lancer une application et qui, 1 mois ou 2 mois après, qu'on ait une annonce au niveau de la presse, l'application de telle société a été hackée, a été ceci, a été cela. Vous imaginez un peu. Bon, je dirais à la limite, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, vous avez l'image de marque, la réputation de la boîte, et ça. D'ailleurs, de plus en plus, juste pour votre information, les conseils d'administration intègrent de plus en plus cette notion de e-réputation, de cybersécurité, tout ça, au niveau des conseils d'administration. Surtout depuis le Covid, maintenant, il n'y a pas un seul conseil d'administration qui n'aborde pas ce sujet au moins 20 à 30 minutes minimum. Dans aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Donc, ça devient une obligation. Alors, l'économie au niveau du développement et dire oui, je vais faire l'économie d'un responsable de sécurité qui intègre l'équipe de développement et tout ça, moi je trouve que c'est un très gros risque et il ne faut vraiment pas jouer ce jeu-là. Il faut le faire. Et si je suis au niveau d'un conseil d'administration, la première question que je poserai, est-ce que vous avez intégré la sécurité lors de vos développements? Et c'est ce que je recommanderais aux DG, aux administrateurs. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est des arguments pour nos chers RSSI et nos chers responsables des SecOps, comment essayer de convaincre la direction générale en touchant sur la partie qui fait mal à la société, c'est la réputation, c'est-à-dire il y a toujours un prix. Donc, il ne faut pas faire des économies sur ce genre de choses. Donc, s'il n'y a plus de questions, chers participants, Moulay Taïeb, Monsieur Imad, nous sommes très ravis, très honorés de vous avoir parmi nous. Et je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que nous avons pu répondre à vos questions, chers participants. Et j'espère que vous soyez un peu actifs concernant les suggestions, parce qu'on aimerait bien améliorer et apporter de la valeur à ce club-là. Et nous sommes là, c'est-à-dire c'est pour vous. Si on a créé l'osmose, c'est pour nos participants, c'est pour un retour sur l'expérience, c'est pour phosphorer autour des sujets qui vous font des fois là où il y a des ambiguïtés, où il y a des choses qui sont mal comprises, ou bien des choses qu'on peut développer ensemble. Merci beaucoup. Encore une fois, vous étiez très nombreux avec nous et j'espère, Inch'Allah, la prochaine fois vous retrouver le prochain mois parce que comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez un petit moment, je partagerai avec vous le planning
de notre club Osmose. Comme déjà fait l'autre séance, donc on a prévu la fin de chaque mois une série de webinaires. Donc on a entamé la première au mois de janvier, c'est la deuxième, c'est celle-là. Donc il y aura soit un webinaire, soit un rendez-vous en présentiel à la fin de chaque mois. Et bien sûr, c'est prévu, il y a des visites pour le CyberSOC de Data Protect qui ont eu l'amabilité de nous accueillir dernièrement en janvier pour une première visite. Il y a une visite en mars, Inch'Allah, qui va être programmée pour ceux qui sont intéressés par la supervision des événements de sécurité à travers un CyberSOC nouvelle génération. Sur ce, je vous dis bonne journée et merci beaucoup pour votre présence. Bien sûr, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire d'ici 2-3 jours maximum, Inch'Allah. Vous aurez le lien pour télécharger ou bien pour visualiser sur YouTube. Merci beaucoup.